Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et comme vous le savez très bien, j'ai toujours un collègue en chronique et un invité pour pouvoir faire ce décryptage. Aujourd'hui, le plateau de Mandé TV est 100% médias, journalistes, hommes, femmes de presse, on pourrait dire. Alors, nous avons comme invité, collègue, confrère, monsieur Gabriel Tienou. Il est journaliste d'investigation au journal Le Reporter. Monsieur Tienou, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour faire un décryptage de l'actualité. Je crois aussi que vous êtes rédacteur, directeur de Directeur de publication. publication du site kamainfo.com, un site en ligne que vous pouvez consulter également. Voilà, je suis journaliste et reporter au journal Le Reporter. Je mène beaucoup d'enquêtes parce que c'est des enquêtes souvent qui nous permettent de mettre la main sur certaines questions très sensibles et de les mettre à la portée des autorités qui doivent prendre des mesures de telle sorte que voilà, on puisse circonscrire à certaines situations qui rendent la vie difficile à nos concitoyens. D'accord, les téléspectateurs iront sur ce site évidemment pour en apprendre davantage. J'ai en chronique mon chroniqueur, il s'agit de Monsieur Brema Soulo, journaliste, blogueur, homme des terrains surtout. C'est ça. Bonsoir Fadima. Ça va? Les affaires Ça va. et la chaleur, comment vous la gérez? My God, on est à bout là. Il est temps que la pluie commence, que cette saison de pluie, pourtant qui fait peur. On est à Bamako, on dirait on est au nord, chez vous là-bas. Mais c'est beau le nord aussi. Maintenant, c'est le nord qui est à la page. C'est le nord qui est venu à C'est Bamako. l'Eldorado même aujourd'hui où il faut aller. Et je crois que, bon, comme il a dit, hein, on est avec Gabriel Tienou, il est très bien, c'est un grand analyste. Donc, et puis, je crois que les thèmes enrôlés, vous allez les dénoncer, enfin les énoncer. Les téléspectateurs vont apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup, n'est-ce pas? Je n'en disconviens pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est 100% médias, collègues. On va voir tout ça et on en profite pour saluer la diaspora qui nous regarde par le monde, qui nous regarde beaucoup. On leur salue et j'espère qu'ils envoient des ondes hyper positives par ici au Mali. Nous allons sans plus tarder aller avec nos sujets et nos dossiers comme on aime si bien les appeler. Collègues, le 30 mai 2024 dernier, tout récemment, il y a juste quelques jours près, nous avons reçu la visite du président de la République du Sénégal, Monsieur Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a fait une rencontre ici à Koulouba. Il a rendu visite de travail, de courtoisie, de bonne fraternité à notre président de la transition. Vous avez pu regarder tout ça. Quelle réflexion vous pouvez nous avancer par rapport à ça? Merci encore pour l'opportunité que vous m'offrez à cette occasion de parler des questions politiques régionales qui ont marqué la semaine s'agissant de la visite récente du président sénégalais Diomaye Faye. Ça s'est porté quand même à ma lecture de la situation sur deux points. La première d'abord, c'était de venir témoigner de la fraternité entre les deux pays et la deuxième, même si ça n'a pas été assez développé, sauf que tous les analystes conviendront avec moi qu'il avait également un mandat, celui de négocier les retours du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont créé l'Alliance des États du Sahel, tout en quittant l'organisation commune, la CEDEAO. Alors, on comprend parce que Diomaye Faye, qui a été élu le 24 mars 2024 à la suite d'un long processus que certains qualifieraient de démocratique, autres que
Alors qu'en réalité, son élection n'a aucune, à ma vision, n'a absolument rien de démocratique. Parce que, non, il faut juste comprendre une chose, si il fallait se limiter à ce que prévoit la démocratie dans le format que le président sortant nous a offert, c'est qu'il n'allait pas être élu et les PATEF n'allaient pas avoir un président au Sénégal. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La démocratie telle que Macky Sall l'a présentée aux Sénégalais, c'est qu'il avait la possibilité de faire tout ce qu'il voudrait, même si quelque part la justice lui a un peu boudé, tout en faisant comprendre qu'il n'avait pas le choix de la date des élections, parce qu'il y avait un chronogramme déjà affiché et qu'il fallait s'en tenir à ce chronogramme. Sauf que Macky Sall a fait réellement des choses sur le plan démocratique. On n'a vu aucun des autres super pays qui s'est dit démocrate le critiquer. Aucun État, aucun pays de la CEDEAO, encore moins de l'Union africaine, n'a eu la décence de le rappeler à l'ordre. Et pourtant, on qualifie cette élection de la... Certains même diraient qu'il faudrait même qu'on prenne exemple sur le Sénégal. Alors qu'en réalité, c'est seulement qu'avec la vigilance et le patriotisme du peuple sénégalais, je parlerai même de maturité politique qui a permis et qui a même conduit à ce qu'on impose le choix de Diomaye Faye comme président de la République du Sénégal. Mais les Sénégalais, ils avaient quand même cette liberté de voter pour lui ou pas. Et il n'était pas le seul candidat. Oui, c'est là où la question, la situation est vraiment intéressante, parce que si les Sénégalais n'avaient pas pris conscience du danger que Macky Sall faisait planer sur cette élection, il n'allait pas réellement se bouger. Et je me demande si on aurait encore tenu les élections au Sénégal. D'accord, ce n'est pas notre sujet. Certes, oui, ce n'est pas notre sujet, effectivement. En fait, l'élection de Diomaye Faye au Sénégal est vraiment toute chose qui était vraiment attendue, vu tout ce que le régime de Macky Sall avait montré ces derniers temps. Et cette élection était également soutenue par les États, que ce soit le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, parce qu'on y voyait c'est-à-dire un processus où des cadres de l'État engagés à amener le renouveau pour le peuple sénégalais étaient là et qu'il fallait réellement les accompagner dans ce sens. Et cette visite entre également dans ce sens pour moi, qui est une visite de courtoisie, de bon voisinage, même si la mission de la CEDEAO était également de côté. D'accord. Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que vous pensez, je vais me tourner vers vous, Soulo, confrère, est-ce que vous pensez que c'est l'occasion maintenant rêvée, parce que certaines personnes pensent que, est-ce qu'on est réellement sorti du jurant de la CEDEAO, si on peut le dire ainsi? Est-ce que ce n'était pas une occasion aussi pour ces pays qui sont sortis de pouvoir revenir, et tout en étant toujours membres de l'AES? Bon, je crois que la visite de Diomaye Faye, comme Gabriel l'a dit, avait beaucoup d'autres agendas. Peut-être il y a des agendas connus. Vous l'avez rappelé ici, ce sont des agendas de bon voisinage, de fraternité, de tout ce qui va avec, c'est protocolaire. Ça, c'est ce que Bassirou Faye lui-même a dit aux médias. Il a dit qu'il est là en tant que président du Sénégal, il n'est pas là en mission de la CEDEAO. Que ce soit au Mali ou au Burkina, il a dit la même chose. Sauf que il a eu quand même des tête-à-tête avec les deux présidents. Et ces tête-à-tête, c'est huis clos. On ne sait pas qu'est-ce que les trois hommes se sont réellement dit. Ceci étant, la sortie de nos trois pays de l'AES, parce que vous savez, il y a toujours ce brin d'ingéniosité qui seuls ces trois pays ont le secret. La CEDEAO vous dit, vous organisez les élections au mois de mars au Mali, plus tard peut-être au mois de juillet pour le Burkina Faso cette année, et le Niger était dans une situation plus
compliqué parce qu'avec l'embargo total que vivaient ces pays-là. Donc, c'est pour ne pas aller, ne pas respecter, parce que quand on dit souvent ces choses, on va avoir beaucoup d'autres soucis à l'interne que de dire que c'est parce qu'on ne veut pas respecter les règles communes qu'on a installées. Et Diomaye Faye l'a rappelé, le Mali, quand on parle aujourd'hui, quand les Maliens, les nouveaux Maliens qui ont découvert la CEDEAO qu'à partir de août 2020, quand on leur parle de la CEDEAO, c'est quoi les nouveaux Maliens qui ont ceux qui parlent aujourd'hui de la CEDEAO dans les web télé, dans tout ce qu'on entend, ce sont des gens qui ont découvert la CEDEAO à partir d'août 2020. Avant, ils n'avaient jamais entendu parler de la CEDEAO. Et ils ne se souciaient même pas de la CEDEAO, de l'existence de la CEDEAO. C'est des gens qui ne sont pas cultivés en la matière. Donc aujourd'hui, ces gens qui arrivent à maintenir, à monopoliser le débat sur la place publique, c'est eux qui donnent le tempo, c'est eux qui gardent tout ce qu'on connaît comme discussion sur l'arène politique malienne. Et ce sont ces gens-là qui disent aujourd'hui que la CEDEAO. Et vous-même, vous êtes allé à l'école, vous avez fait même peut-être Sorbonne, vous avez fait même Oxford, vous vous demandez, est-ce que CEDEAO c'est Mali? Est-ce que CEDEAO c'est l'Afrique de l'Ouest? Vous allez vous dire, CEDEAO c'est quelque chose de l'extérieur qu'on veut nous imposer, c'est des trucs. Alors qu'il n'y a pas un mot dans la charte de la CEDEAO, que ce soit la charte fondatrice de la CEDEAO ou la charte additionnelle, comme j'aime le dire, la convention additionnelle gouvernance, bonne gouvernance et démocratie de la CEDEAO, il n'y a pas un mot qui a été mis dans ce document que le Mali n'a pas lu, n'a pas vu, n'a pas approuvé. Le Mali est père fondateur de cette CEDEAO-là. Mais aujourd'hui, quand vous attendez dans les discours populaires, vous avez l'impression que c'est une organisation extraterrestre qui est là, qui veut du mal seulement du pays. C'est vrai, Diomaye Faye l'a dit. La CEDEAO, aujourd'hui, la CEDEAO est à un niveau où il faut voir beaucoup de choses de la CEDEAO. La CEDEAO a besoin d'être réformée. La CEDEAO a besoin d'être aujourd'hui revue parce que les contextes dans lesquels les Moussa Traoré et autres là ont mis cette CEDEAO en place, le contexte a changé. Aujourd'hui, il y a des nouveaux défis, le terrorisme et autres qui planent sur nos États. Donc, la CEDEAO n'a vraiment pas, entre guillemets, même l'ONU, on a critiqué l'aménagement parce que l'aménagement, l'ONU aujourd'hui n'a pas pris en compte ces nouveaux défis de terrorisme dans sa gouvernance. C'est pourquoi les Nations Unies, tous ceux qui luttent contre le terrorisme, elles ne mettent pas leur bouche dedans. Donc la CEDEAO aussi est confrontée à cette difficulté-là. Donc aujourd'hui, il y a besoin de réformer. Est-ce pour autant qu'on va sortir de cette organisation qui regroupe 15 pays et si ça ne marche pas, parce que les membres comme le Mali ne jouent pas leur rôle. Une organisation de 15 pays, dont certains membres refusent de reconnaître même leurs propres textes, qui combattent cette organisation, comment voulez-vous que cette organisation marche? Donc, Diomaye Faye, peut-être il a dit lors de ses campagnes électorales que ce n'est pas normal que le Niger, le Burkina, le Mali sortent de la CEDEAO. Il faut qu'ils reviennent dans le giron de la CEDEAO. Lui, il va se battre pour ces retours-là. Et c'est normal. Je crois qu'on ne peut pas faire CEDEAO sans le Mali, sans le Burkina, sans le Niger. Donc, mais tout serait-il qu'il faut que nos dirigeants, qui sont aujourd'hui à la tête de nos États, qu'ils aient cette volonté d'aller vers les élections pour qu'ils assouplissent leur position. Tant qu'ils restent dans leur position de ne pas aller vers les élections, de ne pas organiser d'organiser les élections que quand leur propre volonté leur voudra, c'est en ce moment on va rester dans ces bras de fer. Et ces bras de fer, que ce soit du côté du Mali, du Burkina ou du Niger, nos gars sont prêts à l'assumer, à le faire. Et la preuve en est que quand vous attendez un certain Alégénie de Niger, comment dirais-je, le Premier ministre du Burkina ou notre Premier ministre, c'est les mêmes discours qu'ils tiennent. C'est des gens qui sont prêts à aller vers les bras de fer, à haranguer les foules pour dire que nous sommes
ceux qui sont du côté de la vérité et les autres sont ceux qui sont vous pensez que c'est une mission impossible ou c'est carrément pas faisable pour que les pays de l'AES puissent revenir dans la CEDEAO? Mon confrère est en train de jeter l'enfant avec l'eau du bain parce que il faut juste comprendre une chose. Comment est-ce que ces pays-là sont parvenus à tirer cette conclusion et à prendre cette position? Parce qu'il y a fort longtemps, le Mali était dans le besoin depuis le temps de défunt président Amadou Toumani Touré. Il avait été question d'une forte conjointe à l'époque pour combattre ces groupuscules de terroristes qui sévissaient dans le nord Mali. Et à l'époque, ATT l'avait clairement dit, un seul pays n'est pas, parce que c'est un réseau de criminels qui n'ont pas de position fixe. Ils font des dégâts ici aujourd'hui à la frontière Mali-Mauritanie. Ils vont passer la nuit à la frontière Mali-Burkina Faso. Donc du coup, le Mali à lui seul ne peut pas contrer vraiment les mouvements de ces narcotrafiquants et qui s'adonnait également aux enlèvements dans la zone du Sahel. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO a fait à l'époque? Que dalle, rien. Malgré l'insistance d'une forte conjointe, de la mutualisation des moyens de nos armées à l'époque, la CEDEAO n'a pas vraiment levé le petit doigt pour quand même essayer d'accompagner, ne serait-ce que mettre en force une coalition alors que à l'époque, ces hommes-là n'étaient pas aussi importants que ça. Ce n'étaient que quelques groupuscules très coordonnés qui arrivaient vraiment à semer le trouble un peu partout. Alors, la CEDEAO a regardé le Sahel, c'est-à-dire s'effriter, tomber progressivement entre les mains de ces narcotrafiquants sans jamais lever les petits doigts. On a vu en 2012 le massacre de nos militaires à Aguelok, elle était où la CEDEAO? Alors que dans ces conventions, il est clairement dit que quand un État est attaqué, que ce soit par une force extérieure... Mais je te rappelle non. Que la première mission de soutien au Mali, c'est la MISMA. Oui, la MISMA. La MISMA, mais c'est... Oui. C'est une mission de l'UA. De l'Union africaine. Non, écoutez. L'Union africaine est conduite par la CEDEAO, les pays de la CEDEAO. Voilà, maintenant. Donc, il ne faut pas oublier. Très bien. Ce que je vais vous dire. Attends. Ce que je vais vous dire. Je vais en venir. Il ne faut pas sortir le Mali de la CEDEAO. Même en ce moment, quand vous parlez de la CEDEAO, là, le CEDEAO, je dis, c'est 15 pays. 15 pays, il faut avoir une diplomatie forte qui joue en votre faveur. C'est là où notre diplomatie doit montrer toutes ses capacités de démobilisation de ses partenaires. Si vous avez une diplomatie qui n'arrive même pas à mobiliser ses partenaires, c'est là où est-ce que ce problème, c'est les autres pays de la CEDEAO? Vous pensez peut-être que c'est parce que le Mali à l'époque n'a pas su réellement faire raisonner ses partenaires pour qu'il n'y ait pas eu cette force conjointe? Non, ce n'est pas ça. Il y avait un dessein qui était là, c'était de déstabiliser le Sahel. Et malheureusement, ceux qui ont vu venir le problème ont tiré la sonnette d'alarme. Mais personne n'a réellement songé à réellement tourner le regard vers là. Et jusqu'à ce que le Sahel s'est embrasé. Et malheureusement, à l'époque, le Burkina, qui pensait être intouchable ou qui composait d'une manière ou d'une autre autant de Blaise Compaoré, hébergeait, et même quand le Moudjao et les MNLA se sont matés à Gao, le chef rebelle Bilal Akashirif, à l'époque, a été évacué sur Ouara. Pendant ces temps, c'est des sécessionnistes, c'est des gens qui veulent de l'indépendance. Est-ce que déjà à la base, il n'y avait pas aussi un problème de gouvernance? Et, très bien, certainement il y avait un problème de gouvernance, mais sauf que ce problème de gouvernance pouvait être géré d'une manière ou d'une autre sans qu'on en arrive à ces niveaux. Et quand on parle de problème de gouvernance aussi, la CEDEAO est interpellée parce qu'il y a la charte de la bonne gouvernance quand même que ces États membres ont signé. Quelle est la mesure, quelles recommandations les chefs d'État de la CEDEAO et du gouvernement ont pu entreprendre à l'époque pour dire, voilà, vous êtes en train d'aller vers une politique de gouvernance réellement qui ne marchera pas. Voilà ce que nous proposons et voilà les réformes que nous pensons que vous devez faire. C'est jusqu'en 2020 que la CEDEAO a demandé à ce qu'il y ait des réformes au Mali après les élections présidentielles de 2018.
avant la tenue des élections législatives. Mais nos politiques n'ont pas réellement mené ces réformes. Alors, d'une manière ou d'une autre, quand la situation... Ça aussi, c'est la CEDEAO. Non, ce n'est pas seulement que la CEDEAO, mais il s'avérait que le problème sécuritaire avait déjà embrassé tout le Sahel. Et quand ils avaient voulu mobiliser la MISMA à l'époque, qui a été détrônée par la France, il faut le dire, parce que c'est la France qui a amené la question au niveau des Nations Unies pour transformer la MISMA en MINUSMA. Alors, depuis lors, notre organisation commune, qui est la CEDEAO, qui avait été élargie à l'Union africaine, s'est complètement vue désarmée par la seule volonté d'un seul pays, qui a joué de son droit de veto, de son influence sur le plan international, pour mettre toute une organisation sous son pied. Alors, une telle organisation qui n'est pas autonome dans ses décisions, à quoi elle sert exactement? Quand au moment où un des pays membres est en voie de disparition, on est là, on s'assoit, on ne tient que des réunions et on veut que réellement... Mais il a fallu qu'à un moment donné, que les Maliens eux-mêmes prennent l'initiative et la responsabilité de s'assumer. Parce que tous les aides et autres qui sont venus de par la suite de la MINUSMA, on a vu à quoi ça nous a conduit. Mais moi j'ai envie de vous poser une question, juste pour avoir un peu d'approche par rapport à ça. L'AES aujourd'hui, elle a été créée parce qu'il y a eu effectivement le coup d'État au niveau du Niger. S'il n'y avait pas eu de coup d'État, est-ce qu'il y aurait eu l'AES? Je pense qu'il y aurait eu l'AES, mais bon, peut-être sans le Niger, parce que il s'avérait que le Mali, le Burkina déjà avaient des projets de mutualiser leurs moyens militaires afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Tout en restant dans la CEDEAO. À savoir maintenant, avec le départ de la MINUSMA de Barkhane et la sortie du Mali du G5 Sahel, je pense qu'il n'y avait plus de raison de rester dans, même si il fallait rester dans la CEDEAO, je ne vois pas l'apport que la CEDEAO aurait pu apporter. Quand on met la MINUSMA dehors, c'est comme si on venait réellement d'abroger un accord sur le plan militaire avec la CEDEAO, parce qu'il y avait des militaires également des pays membres de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Du coup, on sort directement dans un cadre de coopération militaire avec l'ensemble de ces États. Alors, l'intérêt de la chose à ce niveau, c'est que ni était cette volonté, cette initiative d'aller avec ses propres moyens et sa propre politique de gouvernance sur le plan militaire et sécuritaire, je pense que nous ne serons pas aujourd'hui en train de parler sur ce plateau. De la façon dont la situation est en train de s'effondrer de jour en jour, j'imagine que on n'allait pas parler du Niger et du Mali aujourd'hui. On serait peut-être dans un autre format des métaphores qui se seraient installées dans le Sahel. En tout cas, il n'y aurait pas d'État. D'accord, merci. Moi, ce que je veux dire à ce niveau, c'est qu'il y a déjà quand même, les trois pays se retrouvent dans une alliance qu'on appelle Autorité de Liptako Gourma. Son siège est à Ouaga. Donc c'est quelque chose qui date depuis, je crois, des années 70 entre les trois pays. Et aujourd'hui, le problème d'insécurité se situe justement au niveau des Liptako Gourma. La zone des trois frontières. Donc, moi, que ce soit parce que ce que Mohamed Bazoum cherchait, c'est justement sortir de l'illégalité pour aller vers la légalité. C'est-à-dire sortir de l'informel pour le formel. Donc aller, c'est pas parce que il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se... Parce que on peut pas dans une perspective de lutter contre le terrorisme. Quand un chef d'État dit que les djihadistes sont mieux aguerris, mieux dotés en armement notre armée nationale. Ce n'est pas faux. Les États-Unis ont lutté pendant 20 ans en Afghanistan. Vous savez combien de kilomètres ça fait entre les États-Unis et l'Afghanistan? Ils ont été chassés. Vous ne pouvez pas aller faire la loi chez quelqu'un d'autre. Si cette personne décide de se battre, ils ont été chassés comme des lâches. Mais ils étaient venus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Non. Même la même Russie
a été défaite dans ces mêmes pays, en Afghanistan. Les États-Unis Vrai ou n'étaient faux? pas Donc, en Afghanistan c'est que je vous dis, pour lutter il y a contre des le gens terrorisme. qui... Les terroristes, ces États-là ont voulu imposer aux tiers pays du monde. Même ici au Mali, on sait, nos autorités le disent, c'est une lutte asymétrique. Ce qui veut dire quoi? Vous ne savez pas avec qui vous combattez. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Où, face à face, l'autre côté, on connaît leur tenue, leur treillis, leur manière de combattre. Et ici aussi, ce n'est pas ça. Des gens, au-delà d'imaginer, nos militaires nous disent chaque fois, on vous appelle dans une zone, on vous dit qu'il y a des terroristes là-bas. Vous partez dans la zone, vous capturez ou bien vous neutralisez certains, parce qu'ils ne sont pas des jeunes, très généralement. Ils neutralisent les terroristes. Pour eux, ce sont des terroristes, parce qu'on leur a appelé pour ça. Et ils ont même demandé l'appui des populations pour ça aussi. Donc, quand ils font ça, et c'est très généralement dans ces zones, les mêmes populations se lèvent pour dire non, ce sont des bergers, non, ce sont des ceci, ce sont des cela, vous avez tué nos civils pour rien. Vous voyez la difficulté, la complexité de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une guerre qu'on peut gagner comme on veut le faire entre deux États ou entre deux armées conventionnelles. Donc ça, c'est difficile, tout le monde le sait. Mais maintenant, quand au niveau politique, parce que tout est politique, qu'on veuille ou non, tout est politique. Et aujourd'hui, nos autorités qui sont à la tête de ces États, qui se sont imposés à la tête de nos États, jouent des rôles politiques. Ils ne jouent en aucun cas des rôles des chefs des armées. Ils ne jouent que des rôles politiques. Des capitaines qui nomment des généraux dans des fonctions, c'est des rôles politiques. Des colonels qui nomment des généraux, des colonels-majors dans des activités, dans des fonctions, c'est un rôle politique. Qu'on le veut ou non. Donc aujourd'hui, dire que... c'est ça que Mamadou Bazoum voulait dire. Donc aujourd'hui, vous prenez les pouvoirs parce que vous êtes armés et tout. Non, sortons de ça. Allons dans une logique au retour à l'ordre constitutionnel. J'ai comme l'impression. Et moi, je suis d'accord à ça. Parce que le motif même de notre sortie à la CEDEAO, c'est pour ne plus respecter ces engagements-là. Et un État qui ne respecte pas ses engagements internationaux, nationaux, sous-régionaux, moi je ne sais pas comment on les qualifie. Tu mets où les sanctions qui ont frappé, qui ont été imposées de façon injuste, illégale et illégitime à ces pays parce que tout simplement ils sont dans une transition et qu'ils ont tracé une vision de politique de gouvernance et de sécuritaire qui ne convient pas à certains. Parce que tout simplement, pour le cas du Mali, il faut juste comprendre une chose. Il y a une politique qui est là, une politique dans laquelle... Donc vous êtes d'accord que c'est une politique? Non, c'est une politique. Voilà. Toute cette guerre-là, c'est une politique. C'est juste ça toute cette guerre-là, c'est une politique qui nous a été imposée par des gens qui veulent réellement que nous acceptions réellement une vision des choses et une façon de faire que nous n'approuvons pas. Parce que nous ne pensons pas qu'en restant dans cette politique, nous allons pouvoir nous en sortir. Nous allons pouvoir nous développer, avoir des infrastructures et soigner nos malades, éduquer nos enfants dans un climat convivial. Ce n'est pas possible. Ce qu'on nous réservait à l'époque, et jusqu'à preuve du contraire, parce que les gens n'ont pas cessé, c'est qu'il y a une prédation énergétique et ressources économiques qui est là et qui est masquée, qui est habillée par cette guerre qu'on nous a imposée. D'où est-ce que ces armes-là sortent? À ce que je sache, il n'y a pas d'armes d'usine dans nos États quand même. Les munitions, ils viennent d'où? Au fait, il ne faut pas qu'on essaie de Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes journaliste d'investigation. Je ne vous mets pas au défi, mais vous allez savoir qui profite de ces armes. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas qui profite de ces armes. Et qui sont ceux qui vivent de ces crises-là? Ce ne sont pas en Europe on vit de ces crises. Vous le savez très bien. Vous êtes journaliste d'investigation et je ne vous mets pas au défi. D'accord, messieurs, on va essayer. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, ainsi de suite. Ouais, mais on va essayer d'avancer sur notre dossier. Restons toujours avec cette visite du président. On sait que pendant sa campagne, il a prôné un programme hyper, ou bien on pourrait dire hyper panafricaniste, et surtout qui se donne comme engagement de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une vraie intégration africaine. Vous pensez que c'est le bon candidat pour pouvoir
faire cette médiation entre les pays de l'AES et la CEDEAO, ou bien si avec Diomaye ça ne passe pas, on a encore une deuxième approche possible? Vous savez, la différence entre le Mali et le Sénégal, c'est que nous sommes dans une crise assez profonde qui nous impose réellement d'adopter des réformes conséquentes pour réellement avoir un État solide. Sauf que le Sénégal, à part quelques intempéries politiques, ne connaît pas autant de soubresauts au niveau national et même institutionnel. Mais sauf que quand on essaie d'analyser de façon un peu plus profonde la position du Sénégal et du Mali, on se rend compte que le premier coup d'État en Afrique de l'Ouest a été fait par le Sénégal en son temps, avec la Fédération Mali-Sénégal, où Léopold Sédar Senghor a fait le coup d'État contre Modibo Keïta, ce qui a précipité l'indépendance du Mali. Et depuis lors, le Sénégal a toujours gardé une position assez retranchée, que d'aucuns même qualifieraient un peu suprémaciste, quoi, en quelque sorte. Au fait, vous voyez, le Sénégalais a voulu vraiment s'associer à vous, comme c'est le discours qui est assez répandu actuellement, le panafricanisme, sauf que ces relations privilégiées avec la France feront toujours la part des choses. Et quand vous essayez de voir l'économie sénégalaise, elle est à 90% détenue par les firmes et les entreprises françaises. Et pour dégager celle-ci, nationaliser les entreprises, ce n'est pas une mince affaire. Le président qui va se hasarder à vouloir récupérer l'économie nationale, à asseoir une économie nationale, va avoir réellement des problèmes. Parce que la France ne va pas accepter aussitôt que... Imaginez d'ailleurs que la plupart de ces entreprises ne payaient pas des taxes à l'État sénégalais, comme ce fut le cas, la double imposition que la France a fait adopter à nos États, parce que tout simplement ils estiment que si un Français a une entreprise dans ses États, et s'il ne doit pas payer certaines taxes, parce qu'il doit le payer au Trésor français, vice-versa, si une entreprise... un Africain, un Sénégalais ou un Malien détient une entreprise en France, il devra payer ses... Sauf que quand vous voyez le rapport sur le plan économique vous voyez que nos opérateurs économiques sont beaucoup plus orientés sur d'autres pays que la France. Même s'il y en a, mais combien de chiffres d'affaires ceux-ci font et qui pourraient vraiment faire profiter à notre économie? Très faible. C'est un taux assez faible qui fait qu'on perd beaucoup plus avec ces entreprises multinationales qui sont à majorité françaises et c'est là tout le problème aujourd'hui. Si Diomaye Faye veut autonomiser son économie, c'est-à-dire la rendre beaucoup plus autonome, indépendante de la France, il faudrait d'abord essayer de revoir les textes. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie des entreprises sur le sol sénégalais sont détenues par les multinationales où les entreprises françaises doivent être revues. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il aura du mal à faire. D'accord. Moi, je ne suis pas d'avis avec lui parce que du moment où seul le Mali ne bénéficie pratiquement rien de la France, dans les 3 pays, parmi les 3 pays, j'allais dire. Au Burkina Faso, l'AFD française, l'Agence française de développement, continue ses activités. Tout récemment, vous avez vu, tout comme moi, que l'AFD même a inauguré une centrale solaire au Burkina Faso. Au Niger, l'entreprise Orano, Areva, continue ses exploitations. C'est seul au Mali où ça ne passe pas. Donc, vous pensez que le Niger va céder ses intérêts vitaux pour suivre le Mali dans ce sens? Si vrai, capitaine Ibrahim Traoré, il a défendu le Mali contre la Côte d'Ivoire devant tout le monde dans une salle pleine à craquer à Ouaga. Mais c'est lui qui, quand il y a eu problème avec l'électricité, quand les Ouagalais ont commencé à avoir problème d'électricité, c'est pas lui qui s'est précipité pour aller demander, pour aller rencontrer les Ivoiriens. Et aujourd'hui, la situation énergétique au Burkina, c'est plus nettement améliorée qu'ici au Mali. Donc, quand il s'agit des intérêts de ces populations ou de
de son pays, je crois que les deux États sont beaucoup plus ouverts que notre État. Parce que, dans ce sens, si Diomaye Faye aujourd'hui vient, si l'État, les États de l'Alliance des États de Sahel, c'est vraiment ces 3 pays, et que s'il arrive à convaincre les 2 pays que voilà, parce que vous savez très bien que quand on voit sinon la locomotive de l'AES, c'est le Mali, hein. C'est le Mali qui dirige cette AES-là. Donc aujourd'hui, vous pensez que les 2 autres là vont abandonner leurs intérêts pour suivre le Mali dans ce qu'on vit? Je ne le crois pas. Donc, je pense que la possibilité d'abord de diversifier les partenariats est un atout pour réellement faire de telle sorte que l'autre n'ait pas le monopole sur le marché. Le Burkina collabore avec la Russie, la Chine, la Turquie, et sans pour autant rompre économiquement ses liens avec la France. Vous savez, le Niger, pareil. Donc, moi, ce que j'ai dit, nous n'avons pas vous savez, donc ça, c'est tout ça, on le dit. Donc moi, ce que j'ai dit, aujourd'hui, la posture de Bassirou Diomaye Faye, bien vrai qu'il a dit qu'il n'est pas venu au Mali, dans ces pays, il n'a pas fait ces visites-là pour que nos États retournent dans la CEDEAO. Mais je crois que je sais très bien que en tête-à-tête, comme je le disais tantôt, les tête-à-tête qu'il a eu avec Assimi et Ibé, il se pourrait qu'il parle de ça à ses homologues, pour leur dire, voilà, vous avez fait parce que c'est des décisions qu'on a prises sous le coup de colère, parce que les Nigériens mouraient de l'embargo et tout. Donc c'est ça qui la principale cause. Officiellement quand même si officieusement on avait dit, parce que ça a été en tout cas l'élément déclencheur. Voilà, on ne veut pas aller vers les élections, voilà les raisons, mais officiellement c'est l'élément déclencheur de retrait de ces 3 États-là de la CEDEAO. Et aujourd'hui, pour moi, c'est possible que ces États reviennent dans la CEDEAO tout en gardant leur architecture, leur projet de l'AES. Ça peut marcher. Pourquoi ça? Parce que l'existence de la CEDEAO a eu quel impact négatif sur l'existence de l'UEMOA? Aucun. Donc si l'UEMOA existe, malgré que... L'UEMOA, c'est un cadre beaucoup plus global que... C'est que je dis, pas global, mais c'est économique, purement économique. Oui. C'est purement économique. CEDEAO aussi est en train aujourd'hui d'embrancher le domaine, l'aspect économique. Quand vous voyez la libre circulation des biens et des personnes, c'est vraiment purement économique. Donc aujourd'hui, je crois que l'AES, on peut le garder comme un outil sécuritaire qui nous permet de lutter efficacement les 3 États, efficacement contre l'insécurité dans nos 3 États, et intégrer et réintégrer et reconsidérer nos positions pour adhérer l'aspect, les instances de la CEDEAO, qui est politique et économique. Et parce que moi, ce que je vous dis... Qu'est-ce que tu ferais de l'influence, surtout à un moment donné, quand des sanctions devaient être prises contre nos États? On voit qu'il faut reformuler. Voilà, on voit que la conclusion... Ça peut être aussi l'une des conditions. Oui, ça peut être aussi l'approche de... Les réformes demandées peuvent être... Voilà, les réformes demandées par Bassirou Faye peuvent toucher ces points-là. Sortons, mais... toujours est-il qu'il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Il faut le dire. Bassirou Faye aussi a eu ce discours comme quoi il reconnaissait effectivement les failles de la CEDEAO, que c'est vraiment... réformer. Il faut réformer tout simplement. Mais je crois que dans sa visite ici au Mali, il y a aussi une phrase qui m'a quand même interpellé un petit peu. Il a été clair, hein. La position des pays de l'AES, notamment le Mali, est assez rigide, mais pas inflexible. Pas inflexible, oui. Oui, parce que de toutes les façons, comme l'a dit Soulo, dans une certaine mesure, l'AES peut vraiment se focaliser sur des questions de développement sécuritaire et une politique un peu plus intégrée avec le Sénégal, disons le Burkina Faso, le Niger, mais sur le plan un peu élargi avec les États, avec la CEDEAO, ça pourrait quand même être intéressant si on arrivait à juguler, disons, à travailler sur comment trouver un terrain d'entente entre
peut-être les actions que l'AES est appelée à mener et les actions que la CEDEAO est appelée à conduire. Sauf que vous allez voir qu'il va arriver à un moment donné où les projets de l'AES vont empiéter sur les projets de la CEDEAO. Et du coup, il y aura toujours des solutions. D'accord. Et si c'est le cas, il faudrait privilégier quelque chose. Et aujourd'hui, l'AIS, le problème de l'AIS, il y a des gens, les humoristes le disent, aujourd'hui le problème de l'AIS, que Dieu nous en préserve, nous ne le souhaitons à personne, à aucun de nos présidents. Mais aujourd'hui, le problème de l'AIS, c'est l'existence ça tient qu'à l'existence de la CEMI ou de nos 5 colonels à la tête du Mali, de Libé au Burkina et de Tchani au Niger. Oui, c'est la si l'un de ces présidents part, que sera l'AS demain? On ne sait pas. Pourrait être délicat. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est pourquoi je pense qu'il faut sortir dans le culte de la personne. Il faut développer un idéal qui va être vraiment enseigné, que la population va épouser et qui pourrait vraiment être la leitmotiv, même si les hommes venaient à passer, et que cette vision politique déjà épousée, c'est-à-dire consentie par l'ensemble de la communauté, puisse vraiment survivre. Parce que c'est aussi là le problème. Quand des hommes prennent des initiatives, souvent, même si l'initiative elle est porteuse, vous verrez que dès que la personne n'est plus là, voilà, on fait tabula rasa de la situation et on veut continuer sur une nouvelle base. Et c'est dommage parce que quand vous commencez une action, il faudrait que vous continuez l'action à ce qu'il y ait le résultat escompté. Mais sauf qu'on n'attend pas très souvent. Mais le vrai problème même dans tout ça, c'est quoi? C'est notre souveraineté. La question de la souveraineté, il ne faut pas l'occulter. On avait fait de nos États des passoires, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde planétaire. Donc la souveraineté dont vous vous réclamez là, même les États-Unis n'en ont pas. La France n'en a pas. Le Royaume-Uni n'en a pas. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en pleine souveraineté. Si on en tient à la définition réelle de la souveraineté. La souveraineté ne veut pas dire... Les gens partagent leur souveraineté pour vivre en harmonie. Le Mali l'a dit, il est prêt à céder une partie de sa souveraineté pour réaliser l'Union africaine. Une partie ou la totalité de sa souveraineté. D'accord, merci monsieur. Ça, on ne peut pas nous ramener encore dire que... Non. Merci messieurs, je pense qu'on aura l'occasion, chers téléspectateurs, de faire le bilan de l'AES. Peut-être qu'en ce moment, on pourra voir quelle approche. Est-ce que ça a été une bonne idée, une bonne initiative de pouvoir se retirer de la CEDEAO. Ce dossier, il est bouclé. Nous allons à notre prochain sujet dossier. Il s'agit de l'énergie du Mali, cher monsieur. On est dans une crise énergétique sans précédent et surtout son impact économique qui se fait ressentir au quotidien. Gabriel, vous ressentez l'impact? Non, pas trop. Mais bon, en fait, je travaille beaucoup plus avec les téléphones qui se déchargent et souvent on fait 24 heures sans électricité. Ce qui nous met totalement dans une posture d'asphyxie en tant que directeur d'application d'un site qui marche forcément qu'avec l'énergie. Alors, le problème, la question de l'énergie aujourd'hui, je me suis toujours posé la question réellement, est-ce qu'on s'est pensé sur les solutions alternatives vraiment à tous ces problèmes-là? Parce qu'il ne suffit pas de dire que ou qu'il y a ceci, il y a cela, mais je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on a réellement approché les responsables, ceux qui ont les compétences vraiment à pouvoir répondre à cette problématique? Est-ce que réellement on les a approchés? Certes, ce qui est en cours actuellement ne compense pas le déficit qui est là, parce que on voit qu'avec la création, la pose de première pierre des centrales solaires, ainsi de suite, ça donne une certaine, je dirais, ça soulage certes, mais sauf qu'actuellement... Ça soulage sur quel plan? Ça soulage mentalement en quelque sorte, mais sauf que présentement, et là où nous sommes actuellement, le déficit énergétique est en train de tuer non seulement les entreprises, mais également est en train d'empâtir sur toute l'économie nationale et même
vous avez parlé, nous allons certainement développer la question économique parce que quand les entreprises comme les nôtres et plein d'autres encore sont en train de mettre la clé sous le paillasson, c'est inquiétant. Et tant que les entreprises ne tournent pas régulièrement et de façon satisfaisante, l'économie va s'affaiblir. Et quand l'économie s'affaiblit, et même l'État aussi qui bénéficie de ces taxes et d'autres redevances ne vont plus tomber. Et du coup, c'est le pays qui va se retrouver paralysé et ça va se sentir dans le panier de la ménagère. Maintenant, ma question c'est quoi? C'est que est-ce qu'on a réellement approché les cadres qui peuvent réellement réfléchir à une solution alternative avant qu'on ait nos premières productions de ces centrales solaires? Parce que on a quand même appris que le Niger nous a offert un certain nombre de millions de litres de carburant et que les premiers convois sont arrivés, mais sauf que le deuxième convoi, ça fait à peu près 3 mois qu'on n'envoie personne, qu'on n'a aucune réponse par rapport à tout cela. Et l'autre jour, j'ai eu la chance d'échanger. Vous avez investigué ou pas? Bien sûr, j'ai échangé avec un chauffeur de ceux qui sont partis au Niger pour ramener ces carburants, mais c'est presque 3 mois maintenant qu'ils ne sont pas à mesure de revenir avec ces carburants. Pourquoi? Est-ce que le problème sécuritaire est aussi à ce niveau de telle sorte qu'on ne peut pas faire sortir ces citernes de Niamey ou des sites d'approvisionnement pour les acheminer chez nous? Et si c'est le cas, en quoi réellement auraient servi nos moyens logistiques et tout cet armement qu'on a acquis ces derniers temps? Certes, ils sont engagés sur le théâtre des opérations, mais il nous faut impérativement du carburant pour que nos entreprises puissent fonctionner et qu'on puisse soutenir ces efforts de guerre et faire travailler notre économie. Alors, si pour des questions de sécurité, des sternes sont stationnés à Niamey qui ne peuvent pas décoller, je me demande, est-ce que réellement ils mesurent la pleine mesure est-ce qu'ils mesurent réellement l'impact de ces manques, de ces déficits d'énergie que les entreprises sont en train de vivre aujourd'hui? Vous partez dans des tribunaux, par exemple, vous avez besoin d'un certain dossier, on vous dira que non, il y a le délestage, on ne peut pas tirer, on ne peut pas vous faire signer ceci, cela parce qu'on n'a pas d'électricité. Et des justiciables sont certains doivent rentrer à la maison parce qu'ils ont été jugés non coupables ou bien ils ont purgé leur peine ou bien ils ont trouvé la liberté provisoire. Maintenant, pour signer cette autorisation de sortie de prison, on dit qu'il y a délestage. Donc le prisonnier, il est obligé de rester et attendre. Voilà, le pensionnaire est obligé d'attendre au détriment de son droit. Et quand vous avez besoin de certains dossiers pour constituer, pour des besoins de services, de postuler pour autre chose, vous avez également le même problème. Alors, sans parler des centres de santé où on a vu, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mon ami Soulo, la CEDEAO quand même a contribué à tuer suffisamment de Maliens cette année. Avec la canicule et surtout ce dérèglement climatique qui a réellement impacté sur notre santé et qui a occasionné énormément de morts parce que tout simplement la Côte d'Ivoire a refusé de nous donner de l'électricité parce que ainsi de suite, parce que quelqu'un aurait dit voilà, il faut couper de l'électricité. En journalisme, on dit pas, on n'avance pas des trucs ça. Pourquoi la Côte d'Ivoire a refusé de nous donner l'électricité? Pour quelles raisons la Côte d'Ivoire ne devrait pas nous fournir de l'électricité? Oui, mais quand vous dites refuser, quand vous êtes dans une organisation qui est censée être solidaire et quand vous êtes dans les États défendent leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts, certes, mais à tel point que c'est à toi de défendre ton intérêt. Au fait, de mettre ton ego de côté pour aller vers celui qui peut te sauver. Au fait, c'est des bonnes guerres à défendre ses propres intérêts. Mais quand moi j'estime que vous devez être solidaire avec moi et que vous jouez votre carte d'intérêt, il se trouve que moi aussi j'ai mes intérêts à moi que je dois préserver et privilégier. Alors n'en voulez pas aux autorités de la transition, que ce soit du Mali ou du Niger. Mais l'accord sur l'énergie, elle était purement économique, hein, elle n'était pas solidaire. Politique. Non, économique certes, mais dans la convention quand même qui relie ces États de la CEDEAO, je pense qu'il n'est pas prévu que avec les relations bilatérales.
Ça, c'est une relation bilatérale entre Mali et Mali et Côte d'Ivoire. Du coup, allez-y. Moi, sur cette question, moi, j'ai donné toujours mon avis sur ce problème d'électricité. Moi, je me dis, tout ce qui nous arrive depuis 2012 jusqu'à maintenant, depuis 2012, on est en partie responsable. Et moi, souvent, on dit, le malheur, comment on dit ça, il y a un terme qu'on utilise, c'est souvent... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Non, c'est pas forcément ça. C'est par malheur que souvent les bonnes choses arrivent, en fait. Quand il y a eu le coup d'État de 2012, c'est là les Maliens ont su qu'on n'a plus une armée qui peut faire face. Et on commençait à s'inquiéter, à s'interroger comment notre armée a été aussi incapable de faire face à ces genres de défis. Et on a su qu'effectivement, il y a des armes qui ont été brûlées et autres, tout. Et aujourd'hui, avec le coup d'État, avec les embargos, avec tout ce qu'on connaît, on a vu que l'IDEM n'a jamais fourni de l'électricité aux Maliens. C'est d'autres structures qui passent par l'IDEM pour... on recevait des factures de l'IDEM, mais l'IDEM n'était pas producteur. L'IDEM était fournisseur, comme le truc. Donc les Maliens ne savaient pas. Les Maliens, en grande partie, pensaient que c'est l'IDEM qui produit, qui fournit. Et là, on a su. Et grâce à ça, aujourd'hui, moi, quand je vais dans certains immeubles, dans certaines entreprises, je vois que les gens commencent à prendre eux-mêmes des initiatives d'installation d'auto solaires. Groupe électrogène, moi je suis contre ça, mais les énergies renouvelables comme les panneaux solaires autres, ça c'est faisable. Et aujourd'hui il faut aller voir, il y a un grand groupe hôtelier même qui sur le toit, vous allez voir que le toit même est couvert que des panneaux solaires. Et ça, les Maliens sont en train de prendre conscience. Et l'État même est en train de prendre conscience du moment où on nous annonce 400 MW d'électricité qui vont être distribués aux Maliens à l'issue peut-être d'une année, de 2 ans. Peut-être que ce n'est pas à très court terme, mais à moyen terme, on aura des énergies propres, comme on le dit. Et tout ça parce qu'on a eu cette difficulté-là. Et si cette difficulté nous amène à nous interroger sur notre politique de gouvernance, de notre politique de gestion des affaires publiques, moi je crois que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, la situation qu'on vit aujourd'hui, de 2023 jusqu'à aujourd'hui, je crois que si on sort de cette situation, on ne va plus vivre cette situation. Et donc, d'accord avec moi que la question de la souveraineté, elle se pose. Non. Parce que quand vous n'êtes pas autonome sur un certain nombre de points, vous n'avez pas une armée réellement capable d'assurer votre sécurité, elle est où votre souveraineté? Quand vous n'êtes pas producteur d'énergie et que c'est avec un autre tiers pays que vous l'avez, elle est où votre souveraineté? Le Japon est commettième. Voilà autant de questions qui nécessitent réellement que nous réfléchissions à ce que nous faisons. Le Japon est la 4e puissance économique au monde. Et elle défend ça, elle ne dépend, comment dirais-je, elle est autonome. Non, elle ne vit que grâce à la défense des États-Unis. C'est les États-Unis qui garantissent sa sécurité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tout n'est pas lié à sa souveraineté. C'est pourquoi je dis, on doit travailler. On doit quitter ces discours creux qui nous amène à rien. Mais tu sais comment quand même le Japon est devenu le protectorat des États-Unis? Ils ont travaillé. Non, ils n'ont pas travaillé. C'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a désarmé le Japon. C'était comme l'Allemagne. Non, la France était comme l'Allemagne. La France était dans le même cas, mais la France, De Gaulle a demandé aux Américains de rentrer. Voilà. Oui, mais est-ce que ça a empêché les Français de se développer? Est-ce que ça a empêché les Allemands de se développer? Les Allemands étaient sous protectorat russe et occidentaux. D'où le mur de Berlin. Est-ce que ça a empêché les Allemands de se développer? Est-ce que ce que j'ai dit, le développement n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Et aujourd'hui, tous les États sont interdépendants. Il n'y a pas un État qui dit aujourd'hui que j'ai ma souveraineté comme définie comme argent comptant. Genre la souveraineté que nous, ici, on prend comme argent comptant. C'est-à-dire, quand je fais ça, je dois
explication à personne. Quand je dis ça, je ne dois explication à personne. Besoin des autres. Non, il faut comprendre une chose. C'est ça votre compréhension. Non, ce n'est pas moi. C'est ça votre compréhension. Cher monsieur, on va rester sur l'impact. Dans le truc énergétique. On revient sur l'impact de la crise. Il y a des éléments, des choses indispensables quand même pour qu'un État puisse être souverain. Une souveraineté énergétique aussi. Bien sûr. Mais quand on n'est pas les moyens de sa politique, il faut avoir la politique de ses moyens, comme on le dit. Et si nous, au Mali, on n'a ni la politique de nos moyens, ni les moyens de nos politiques, c'est un problème. Ce n'est pas le problème des autres, c'est notre problème à nous. Donc c'est à nous d'avoir les politiques de nos moyens. Si on sait qu'on est incapable de satisfaire les Maliens par nos propres moyens, il faut aller chercher ceux qui en ont. Et ça on le fait avec quoi? Avec la diplomatie, avec la politique. Mais si, de côté on est nul, côté moyen on est nul, c'est les populations qui vont payer cash de ça. Moi c'est ça que je parle. Donc, la souveraineté dont on parle, on peut aller vers un pays qui peut nous fournir les électricités, tout en disant, voilà moi mes principes. Je ne dois pas déroger à ça. Et ça, il faut avoir les arguments nécessaires pour convaincre l'autre partenaire. Pour lui dire, voilà, n'empitez pas ça. Parce que ici, on parle de l'économie. Si l'autre État aussi gagne, dans ce que moi je lui propose, gagne ce qu'il veut, il va me céder ce dont j'ai besoin. Mais si il ne gagne pas, c'est là où ça rend les pourparlers, les discussions, les tracassements. Je crois que tu sais quand même à qui appartient l'énergie ivoirienne quand même si c'est la Côte d'Ivoire qui nous fournissait de l'énergie. Tu sais à qui appartient cette production. Moi, j'ai dit, alors, la compagnie ivoirienne d'électricité, c'est une compagnie pour la Côte d'Ivoire. Il faut juste comprendre. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Moi, je ne suis pas allé à l'école pour écouter les autres. Ce n'est pas pour écouter les autres. Il ne faut pas qu'on vous dise des gens qui sont... Vous n'écoutez pas non plus les autres. Comment est-ce que vous pensez pouvoir réellement... Vous disent que la Côte d'Ivoire est sous le joug de la France. Donc tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire est française. Sortez de ça. Vous avez été à l'école jusqu'à l'université. L'État vous a donné tous ses moyens. L'État a dépensé tout ça pour que vous réfléchissiez par vous-même. On ne vous dise pas... Si comme ça, EDMSA, l'énergie du Mali, c'est SA. SA, là, ça veut dire quoi? Société anonyme. Les anonymes, là, sont qui? Ben, c'est les actionnaires. Les actionnaires sont qui? Qui connaît les actionnaires? Ça peut être un État français, ça peut être américain, ça peut être russe. Qui connaît ça? Non, donc, on sort de ces débats stériles qui nous amènent rien. C'est que moi je demande. Ne mélange pas les pédales. Ne mélange pas les pédales. Ayons les politiques de nos moyens. Donnons de l'électricité aux Maliens, ou bien les Maliens doivent attendre à ce que les centrales solaires qu'on est en train de... dont les premières pièces sont en train d'être posées, j'attends ça calmement. Ce serait certainement les moyens de notre politique. Finalement. On attend, on est obligé d'attendre. Parce que la Côte d'Ivoire qui nous fournissait de l'électricité... Aujourd'hui, tu retournes avec ton argent vers Côte d'Ivoire. Tu retournes avec ton argent rempli. Nous ne pouvons pas. Si le Mali retourne en Côte d'Ivoire avec l'argent, on va avoir l'électricité sans problème. Même les gazoles dont on est en train de dire le Niger qui nous donne gasoil. Est-ce que souverainement parlant, est-ce que ça nous honore? Si on parle de souveraineté, Niger qui nous donne gratuitement des millions de litres de carburant. Donc, je dis que... Je ne pense pas que c'est gratuit. Je ne pense pas que c'est gratuit. Je ne pense pas que c'est gratuit. Même si ce n'est pas gratuit, la Banque mondiale, quand la Banque mondiale a donné son argent, les FMI ont donné leur argent, ils ont dit que le Niger est plus cher que les autres, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit d'aller soit vers le Sénégal, soit vers la Côte d'Ivoire. Donc, ils savent ce qu'ils disent. Donc, si le Niger est plus cher, moi, si ce n'est pas don, c'est quand même semi-don. Voilà. Donc, non, si on a de l'argent à payer les carburants, vous me donnez des sous pour me soutenir. Mais comment l'utiliser? C'est là aussi, c'est grotesque. Mais vous avez la possibilité de refuser aussi. Hein? Oui, vous avez la Gabriel, vous avez la possibilité de refuser. Vous ne pouvez pas m'imposer les conditions et de comment je dois utiliser cet argent. Gabriel. Ça, c'est aussi une façon d'influencer et d'imposer à la Banque malienne de solidarité. Votre volonté, c'est qu'ils sont carrément dans un cadre de souveraineté. Même à la Banque malienne de solidarité. Moi, je ne peux pas vous donner de l'argent et vous obliger à... Même à la Banque malienne de solidarité, vous partez, Gabriel, vous allez emprunter de l'argent à la Banque malienne de solidarité en tant que Gabriel, un Malien pur et dur de sang.
vous partez à la Banque malienne de solidarité, qui est une banque nationale, on vous donnera les mêmes conditions. Vous remplissez ces conditions, vous avez l'argent. Lesquelles, si vous refusez, conditions? Vous allez signer des documents. Bien sûr. Voilà. La raison pour laquelle je suis en train de prendre l'argent. C'est pas la raison. Ce n'est pas à la banque de me dire voilà comment vous devez l'investir. Non, c'est pas la raison seulement. On ne va pas vous donner pour que vous asseyez, vous mangez et on sait pas. Non, mais ce n'est pas fait pour ça. Oh, ce n'est pas fait pour ça. Gabriel, on va revenir un petit peu parce qu'on essaie d'être la voix des sans-voix. N'oubliez surtout pas les téléspectateurs qui nous suivent de partout et qui nous interpellent de partout. Ouais. Ce problème énergétique, pensez-vous que c'est un problème qui doit juste être limité au niveau du ministère de l'énergie et des mines, ou bien cette crise énergétique aujourd'hui doit être même l'apanage ou le souci du ministre de l'économie et des finances? Pas seulement que du ministre de l'économie et des finances, je pense qu'il doit même être la question cruciale à traiter avec urgence par l'ensemble du gouvernement. Parce que vous prenez l'ensemble des secteurs, que ce soit la justice dont j'ai parlé tantôt, que ce soit la santé, que ce soit le ministère du Travail, parce que les services aussi dépendent de l'énergie. Et je ne pense pas qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, que chaque département ou chaque bureau ait un groupe électrogène, que l'État puisse vraiment satisfaire l'ensemble de ces services. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas prendre réellement les experts pour qu'ils réfléchissent à un court moyen? Vous pensez qu'il n'y a pas d'experts autour de ces... Mais la question se pose. La question se pose. C'est quand même... Un expert même a dit qu'aujourd'hui, à moins terme... Si c'est le cas, depuis tout ce temps, ça devient très inquiétant. Un expert même de l'énergie, de l'EDEM, a dit qu'à court terme, la solution c'est Côte d'Ivoire. C'est tourner vers Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas réfléchi. Comment non, mais ce n'est pas tu parles d'experts. Un expert parle, tu dis que c'est pas réfléchi. Je vais vous donner un exemple. On a tellement de... Voilà le problème on a eu des structures ici où on dit qu'il y a eu des milliards de dettes, des factures non payées. Comment cela est possible dans un État où, dans un département ou un service, a un budget annexé, c'est-à-dire il a un budget annuel de fonctionnement. Et ce même département a encore des arriérés de factures non payées. Ça veut dire quoi? En tant que journaliste d'investigation, vous devez quand même pouvoir avoir une réponse à cette question. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand consommateur d'énergie au Mali, ce n'est pas les ménages. Hein. Fadima. Ce n'est pas les ménages. C'est pourquoi je dis d'ailleurs que les départements ou les services qui prennent tellement, qui consomment tellement d'énergie parce qu'il y a la climatisation, les ordinateurs, les gens machines, partent même sans éteindre. Et souvent, il y en a qui sortent sans totalement éteindre l'éclairage. Tout. Et dire encore qu'à la fin de l'année, on a ces services étatiques qui a des arriérés de factures. Comment vous appelez ça? Mais ce n'est que la mauvaise gestion. Ce n'est que de la mauvaise gestion. Également, j'ai eu à parler de ça sur un autre plateau. C'est-à-dire, vous imaginez un peu dans certains dans les bases militaires où les gens ne payent quasiment pas de l'énergie. Et qu'il n'y a pas de coupure. Rajoutez ça. Ces derniers temps, oui. La coupure est obligatoire actuellement. Il faut être militaire pour ne pas avoir de mais certes, coupure. Les militaires, ils font assez pour les pays, certes. Mais il y a quand même une politique qu'il faut mettre en place de telle sorte que, puisqu'ils sont des salariés aussi, pourquoi ne pas essayer de leur donner des bons d'accès à EDM? Et qu'à un certain niveau, le reliquat, ils sont tenus de payer en fonction de leur consommation. Ça va également permettre à ce qu'il n'y ait pas aussi de gaspillage, parce que, en toute honnêteté, l'EDM produit à perte, parce que ce que énergie et EDM produit et ce qu'il est en train de... Le prix de l'unité et ce que EDM investit dans la production, et les salaires des travailleurs, le carburant qu'ils utilisent. Dans l'achat, pas dans la production, dans l'achat, plutôt. Dans l'achat. Dans l'achat. C'est Soulo qui est venu avec cette histoire d'achat. Ben, je pense que EDM, même si elle achète quelque part, en tout cas elle produit. Elle produit et c'est pourquoi nous avons également besoin du carburant pour faire fonctionner ces machines. Sauf que elle achète le carburant pour pouvoir... Oui. Donc c'est l'achat qui est un petit peu par-dessus tout. Hein. Quand vous faites la somme de l'ensemble de tout ce qui rentre dans la production, je ne dirais pas dans l'achat, dans la production, parce que quand vous achetez du carburant, c'est pour mettre dans les machines qui vont produire l'électricité. Vous prenez la somme de l'ensemble de tout ce qu'on dépense et la façon dont elle est utilisée par les services et les particuliers pour des raisons fallacieuses ou je ne sais quoi.
vous imaginez déjà qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, à vous entendre, le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes. Là-dessus. Oui, là-dessus. En tout cas, on avait eu un certain Draman Koulibaly qui était venu, qui avait commencé à couper à l'Assemblée nationale. Et qui a aussitôt été éjecté. Donc on doit le ramener en ce moment crucial parce qu'il peut recouvrir beaucoup d'impayés parce que lui quand même il coupe les services étatiques, quoi qu'il soit, il le coupe. Et on a besoin, si on veut vraiment être dans la transparence, c'est ça. Mais au-delà de tout ça, moi ce que je dis, c'est que en tout cas on a cherché, on a trouvé. Et aujourd'hui, on ne doit qu'à supporter ce qu'on a cherché. En fait, je pense aussi que ça témoigne. Ce langage ne peut pas passer. Ça témoigne. Un langage qui peut pas passer. Ça témoigne également de la politique, la politique gouvernementale qui est adoptée et qui fait que les gens réellement se permettent tout. Et puis la question dont vous parlez. Sans redevance. Et quand vous êtes responsable d'un service et qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec des factures de plusieurs centaines de millions non payées de factures, alors que le budget national, vous avez, c'est-à-dire l'électricité, la prise en charge de la consommation électrique est prise en compte dans le budget. Moi, je me demande, et moi, en tant que chef de en tant que chef de département, je demanderais où est parti l'argent de cette partie-là, de l'énergie que nous avons consommée et qui se retrouve être un crédit pour nous à payer, alors que le budget l'avait prévu. Qui l'a mangé? Mais il faut la question que vous avez posée, la question que vous avez posée, est-ce que cette question de la crise énergétique doit rester exclusivement de la compétence du ministre en charge? Exactement. Moi, je dis non. Même Assimi a compris qu'aujourd'hui, lui-même, il doit mouiller les maillots, il doit retroucher les manches pour vraiment résoudre ce problème. D'où ces temps-ci, il est en train de mettre en place, de faire les premières pauses. Et dans ses discours, il n'oublie pas cet aspect aussi. Il dit quand lui, il quitte Koulouba pour Kati, il voit les gens dans le noir, ça ne lui fait pas vraiment du bien. Donc je crois qu'il y a en quelque sorte, on a un aveu de faiblesse à son niveau. Pour un chef de l'État, un président, on n'attend pas, on ne veut pas entendre ce genre de discours. On attend des discussions, on attend des actions, on attend des instructions, on attend des décisions fortes qui vont soulager les populations. Mais lui, quand le président vient, il sort à la télé pour dire vraiment ni de Goumba à aucun, il faut de l'endurance, il faut de la résilience. Je salue chaque fois on salue la résilience. Et le Malien qu'on connaît, Malien versatile qu'il est, qu'on connaît, et sa résilience, on sait pas quand c'est que ça va limiter. Et c'est pourquoi je demande au président de la transition de prendre ces problèmes lui-même, amener ces problèmes au niveau de son cabinet et traiter clairement comment on peut s'en sortir. Nous aujourd'hui au Mali, qu'on soit en difficulté politique, diplomatique avec la Côte d'Ivoire ou non, les Maliens, quand vous leur demandez, en tout cas ceux qui vivent de l'électricité, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, quand vous leur demandez qu'on soit en difficulté, parce que c'est des trucs politiques entre la Côte d'Ivoire et la politique. Raison pour laquelle ils ne veulent pas, sur ce plateau, c'est quand même essentiel de pouvoir interpeller le ministre de l'économie. Bien vrai que ce problème ministre de l'économie doit être interpellé. C'est pourquoi je dis que et de l'emploi également. Ça doit être le président, c'est le président. Une question. Ça dépasse leur niveau. Ça dépasse leur niveau. Non, c'est là je ne suis pas d'accord. Ils sont ministres pour pouvoir dégager quelque chose. Vous ne pouvez pas. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, on a combien de ministères? On a combien de ministres dans le gouvernement? Et on attend le résultat de quel ministre? Mais pourquoi on nomme le ministère de la Défense? Soulo, partout on parle. Soulo, ma question elle est simple. Pourquoi on nomme un ministre de l'économie s'il faut que le président de la transition gère encore les problèmes économiques? C'est pourquoi je parle d'instruction. Je dis qu'on attend du président d'instruction. Il doit instruire. C'est des instructions qui sont déjà en principe données avec une politique économique du pays qui est dégagée. Cette commission de crise mise en place, qui est pilotée par le président de la transition, à lui seul, ça devient trop. J'avais eu l'espoir à un moment donné que ça pourrait vraiment être le début de la solution. Sauf que j'ai compris également que tant qu'on ne va pas réellement se mettre dans la peau du loup pour être prendre des décisions qui ne vont pas plaire, impopulaires, je le dirais comme ça, on ne va pas s'en sortir. Parce que
vous prenez la question de l'énergie et vous... Je me demande, est-ce que c'est une question de léthargie intellectuelle? C'est pourquoi je pose la question d'experts. On ne peut pas être un expert en énergie et venir dire non, il nous faut aller demander de l'énergie chez l'autre. Mais moi, moi qui suis peut-être le ministre, tu es un conseiller qui me sort ce genre de propos, je te remercie. Non, ce n'est pas possible. À quoi? De la même manière, celui-là a été capable d'en produire jusqu'à en vendre. Pourquoi toi, tu ne peux pas sortir réellement de tes capacités en tant qu'expert pour nous proposer des alternatives qui peuvent nous permettre réellement de sortir de la situation? Gabriel, ce n'est pas possible. Gabriel, en posant cette question, vous étalez tout simplement l'économie. Parce que le Mali, ce n'est pas juste une gestion interne de l'économie. Oui. Le Mali doit aussi réfléchir comment on va aller chercher des sous à travers des actions, des activités qu'on va mener. D'où l'énergie aussi. C'est pourquoi je dis que ça doit être une action prioritaire du gouvernement. Gabriel, parce que tous les départements ministériels, donc chacun a une part de responsabilité dans la gestion et dans le maintien de l'économie, doivent s'impliquer dans cette question. Ce n'est pas une question de la personne du président de la République. Fadima. Et quand, vous savez, c'est très simple. Dans un pays où on ne respecte absolument pas les engagements, on ne peut pas avoir des résultats. Et même quand on met les gens au travail, il n'y a pas de suivi d'évaluation où on impose des sanctions à des personnes indélicates. Ce n'est pas possible. On vous prend aujourd'hui, on vous met en prison ou bien on ouvre un dossier. Qui doit légiférer en ce moment? Mais la juridiction, la juridiction et la justice, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. D'accord. Hein? Donc, chers confrères, assez rapidement, parce que... Ce que je veux dire à Fadima aujourd'hui, enfin à Gabriel aujourd'hui, c'est que si les experts disent que le problème à court terme, c'est de se retourner vers la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire a fait plus que le Mali. Le Mali, on sait que les barrages de Manantali, les barrages, tous, parce que le Mali travaillait avec deux types d'électricité, thermique et hydraulique. Aujourd'hui, on sait qu'avec la rareté, la mauvaise pluviométrie, on sait qu'à ce niveau, il y a un grand problème. Et le Mali, les barrages n'arrivent plus à produire de l'électricité. D'où le retour même à au passage, pour Gabriel, au passage, la centrale d'Albatros ne fonctionne plus depuis juillet 2023. Voilà, il ne faut pas oublier ces aspects. De carburant. Manantali également, apparemment, il y a 2 moteurs qui sont aux arrêts par manque d'entretien. Comment comprendre dans un état il n'y a pas l'eau aussi. Donc, mais qu'il n'y ait pas d'eau, ça se comprend. Ça se comprend. Voilà, ça, donc parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne pourrait pas réellement... l'énergie fossile. En Côte d'Ivoire, c'est produit par la mer, ils ont de l'eau à mais ce n'est pas pareil. Qu'une machine soit aux arrêts par manque d'entretien, mais je ne peux pas comprendre. Merci beaucoup. Ce sujet, il est très intéressant. Ça a tellement été intéressant qu'on n'a pas pu avoir un autre sujet régional qu'on renvoie évidemment pour la semaine prochaine parce qu'il est toujours d'actualité, hein, même en quelques jours. Il est toujours d'actualité. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce décryptage. Nous sommes avec M. Gabriel Thienou, journaliste d'investigation au journal Le Reporter et aussi directeur de publication du site kamainfo.com. Et sous l'eau. Merci Fadima de l'invitation. Merci Gabriel. C'est tout un plaisir. On se dit à la prochaine. On ne pourrait terminer ce plateau sans faire un coucou à nos chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Et aussi, ne ratez pas le direct de cette émission sur la page Facebook Mandé TV, Reflet du Mali. Et restez toujours sur nos ondes. On se dit à la prochaine.